Et voilà, il est 11h01. Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour et à toutes et à tous. Et bienvenue à ce nouveau webinaire Piguet Galland dédié aux entreprises, aux professions libérales, mais plus précisément au deuxième pilier de ces professions libérales justement et aux petites et moyennes entreprises. Le deuxième pilier sur mesure et pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est le deuxième pilier qui s'adaptera à vous et à votre entreprise. Pour faire le point sur cette question, je suis accompagné de Vincent Arnal, notre responsable des solutions patrimoniales. Bonjour Vincent. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours un rappel sur la combinaison d'expertise unique de Piguet Galland. Notre métier, ce sont vos projets de vie. Et bien évidemment que s'occuper de votre entreprise et de vos collaborateurs fait également partie des projets de vie que vous pourriez avoir. Je dirais que c'est un des projets de vie le plus important peut-être, mais pas forcément le seul. Et pour répondre à ces projets de vie, nous commençons toujours par une approche globale à travers notre équipe des solutions patrimoniales. Et bien sûr, nous avons ensuite des solutions d'investissement et des solutions de financement pour répondre à vos projets. Alors, une caisse de pension sur mesure et pas l'inverse, ça suscite énormément de questions. Vous pouvez poser vos questions directement et anonymement avec le petit point d'interrogation que vous avez sur vos écrans et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, je vais commencer avec la première question pour toi, Vincent. Une caisse de pension sur mesure, qu'est-ce que ça veut dire? Si je te pose la question un peu différemment, qu'est-ce qu'on peut adapter dans une caisse de pension? Alors, merci Ali. J'ai envie de dire que la caisse de pension est composée de deux éléments. Il y a la partie épargne, dans laquelle c'est un compte dans lequel vous cotisez vous directement avec un prélèvement sur votre salaire brut, mais également l'entreprise cotise chaque mois dans votre plan de prévoyance. Et il y a la partie risque qui sert à couvrir en cas d'incapacité de gain, mais également en cas de décès. Donc, c'est les deux risques que vous pouvez couvrir au travers de ce plan-là. Et habituellement, lorsque vous entretenez avec une caisse de pension pour vous affilier, ces caisses de pension ont l'habitude d'avoir des plans préétablis et ces plans préétablis vous permettent de choisir plusieurs options. Comme vous le voyez dans la slide, la plupart du temps, vous avez trois options entre un plan minimal qui répond aux obligations légales, tout simplement, pour les entreprises qui veulent payer le moins possible et qui ne veulent pas faire d'extra mile. Il y a un plan médium qui est souvent un bon compromis. Et puis, il y a le plan optimal pour ceux qui veulent vraiment avoir une grosse couverture, une belle épargne, afin d'avoir la meilleure retraite possible et bénéficier au maximum de son deuxième pilier. Donc, généralement, dans ce processus, dans ce onboarding, les caisses de pension vous fournissent des solutions préétablies et vous devez trouver votre compte là-dedans. Nous, notre manière d'agir est d'inverser cet onboarding en première étape de s'intéresser à votre entreprise, de connaître la taille, les différents acteurs qui agissent dans votre entreprise, les personnes clés, et de définir aussi la politique sociale de l'entreprise au travers de ce deuxième pilier. Une fois qu'on a ces éléments-là après un premier entretien, ça nous permettra de mieux cibler les besoins et les attentes que vous avez au travers de cette solution et de pouvoir vous proposer une solution sur mesure, autant sur le point de l'épargne que sur le point du risque. Alors, il y a différents plans qui sont disponibles. Si je comprends bien, il y a une notion de coût, selon si on passe du plan minimal au plan optimal. Et quels sont les avantages liés à ces coûts supplémentaires? Alors, si on regarde les avantages du côté de l'entreprise, vous les voyez ici. Celui qu'on aime bien mettre en avant quand même, malgré tout, c'est la politique sociale que vous voulez définir. On parle de plus en plus de valeurs au sein d'une entreprise et le deuxième pilier va être un élément majeur des valeurs que vous voulez donner au travers de votre entreprise. Déjà, il faut savoir que normalement, dans chaque entreprise, il y a une commission de prévoyance qui est établie. Cette commission de prévoyance est répartie de manière égalitaire entre les employeurs et les employés et c'est finalement une passerelle très intéressante pour avoir un échange entre les besoins et les attentes du côté des employés et celles de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on peut définir finalement un plan qui sera adapté aux besoins des employés et puis aussi à ce que l'entreprise veut mettre en place. Alors évidemment, l'entreprise
a une trésorerie, une capacité financière qui pourra avoir des limites. Donc, il faut aussi déterminer qu'est-ce que ça coûte. Et en fonction de sa capacité financière, après, on pourra déterminer comment elle veut s'impliquer dans son deuxième pilier et qu'est-ce qu'elle veut investir là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, le premier avantage, c'est déjà d'avoir une passerelle de communication entre employés et employeurs, et puis de pouvoir définir une politique sociale, augmenter la cohésion au travers de ce dialogue. Et puis après, comme je l'ai dit, de toute façon, la caisse de pension est obligatoire pour une entreprise, mais elle peut définir de soit payer le minimum LPP, soit de faire un peu plus. Et si elle veut faire un peu plus, c'est d'avoir le meilleur rapport prix-prestation après. Donc, soit elle peut aussi venir vers nous en disant aujourd'hui, on paye tant, on aimerait garder la même cotisation, mais on pourrait espérer avoir des prestations supplémentaires parce qu'au même prix, on va avoir de meilleures prestations. Ou alors dire, on aimerait garder les prestations actuelles, mais par contre, on aimerait bien payer moins cher pour cela. Donc, il y a ces ajustements possibles. Ouais. Voilà, ces ajustements qui sont possibles. Et le coût est évidemment toujours aussi le nerf de la guerre dans ce genre de discussion. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'employeur. Et si on se tourne du côté des collaborateurs, déjà, ce que j'aimerais relever, c'est que la prévoyance est régulièrement citée comme la priorité numéro 1 des Suisses. On vient de voter récemment au sujet du premier pilier. En mars dernier, le Parlement a adopté la réforme du deuxième pilier. C'est un sujet qui est repris régulièrement dans les différents médias. Et beaucoup de Suisses s'inquiètent de leur retraite et de leur prévoyance. Et à juste titre, on ne va pas se le cacher. Bien sûr, c'est un sujet qu'on a souvent évoqué. Combien j'aurai de revenus à la retraite? Est-ce que je vais pouvoir conserver mon bien immobilier si j'ai déjà acheté? Quelles sont les couvertures, etc., etc. Donc, effectivement, pour les collaborateurs, c'est un sujet qui est important lorsqu'on gère une entreprise. Exactement. Et c'est sûr que le deuxième pilier est finalement l'outil principal pour bien protéger sa famille et également obtenir la meilleure retraite possible. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est, à mon sens, extrêmement important de bien définir ce que l'on veut proposer à ses collaborateurs. Et puis, les collaborateurs sont aussi sensibles au coût. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez une grosse caisse de pension avec des prestations importantes, finalement, il y a une retenue sur salaire qui est peut-être plus importante. Sauf si l'entreprise décide de verser plus que 50% de la contribution. Ça existe aussi des entreprises qui décident de verser 60, 70, 80, voire même 90% de la cotisation. Donc, l'entreprise prend en charge une partie de la charge des collaborateurs. La loi demande à ce que ce soit une répartition égalitaire, mais l'entreprise peut quand même décider de verser plus, donc aller au-delà de ce que la loi préconise. Et puis, donc, il faut aussi faire jouer ce jeu de se dire, quelle est la retenue sur salaire qui est acceptable pour les employés et qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour quand même s'assurer qu'en cas de risque, la famille est bien couverte ou l'employé est bien couvert et puis qu'il ait une retraite digne également à la fin de sa carrière. Bien sûr. Donc voilà, les différents avantages, succinctement, parce qu'on pourrait aller dans le détail, effectivement, de tout ce que tu viens de citer. Donc on comprend l'avantage, donc la nécessité, alors c'est obligatoire. On comprend les avantages à faire un plan sur mesure, très bien. Comment est-ce qu'on peut faire un plan sur mesure? À quoi est-ce qu'il faut faire attention du coup? Alors, si on regarde la structure de notre conseil, on le fait en 4 étapes. D'accord. La première étape, c'est finalement d'examiner la situation actuelle. C'est-à-dire que comme dans n'importe quelle entreprise, la LPP est obligatoire, ça veut dire qu'à moins que vous démarriez une nouvelle entreprise, vous avez un contrat existant. Et ça peut paraître stupide, mais la plupart des gens ne connaissent pas l'identité de leur caisse de pension et c'est des fois la même chose avec l'employeur, le ou la DRH ou le CIO. Ils ne sont pas forcément au courant de qui gère cette caisse de pension. Donc là, dans les plans collectifs classiques et on ne sait pas trop ce qui se passe. On est dans un pool. Exactement. Et il faut savoir qu'il y a plus de 1400 caisses de pension en Suisse, donc il y a un panel assez important. Et je rappelle que le choix de la fondation est libre, sauf lorsqu'il y a des conventions collectives, typiquement dans l'hôtellerie, la restauration,
dans les métiers du bâtiment, où là, Oui. vous êtes obligé d'aller auprès d'une caisse de pension. Mais pour la plupart des autres métiers, là, vous avez la liberté de choisir votre propre caisse de pension. Donc, la première chose, évidemment, c'est de prendre connaissance qui gère ma caisse de pension. Le deuxième point, c'est de déterminer l'engagement contractuel. Déjà, est-ce que j'ai un seul contrat ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il faut savoir qu'il peut y avoir un plan de base, un plan cadre, voire même encore un plan directeur. Et puis, également, de déterminer quel est son engagement dans le temps. La plupart des caisses de pension font des engagements pluriannuels qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et puis, une fois qu'on arrive à la fin de cette échéance, généralement, le contrat est renouvelé tacitement d'année en année. Néanmoins, on peut se libérer de son contrat moyennant un préavis de 6 mois. D'accord. Et C'est puis le relativement facile de changer. En fait. Alors, relativement, il faut être dans la bonne période, on va dire. Donc, il faut déjà arriver à l'échéance de son contrat et puis il faut envoyer la résiliation avant le 30 juin. Et ma recommandation sera toujours de bien se renseigner et d'avoir une offre acceptée auprès d'une nouvelle caisse de pension avant de s'engager auprès d'une autre caisse de pension parce qu'il peut y avoir une sinistralité forte dans l'entreprise qui pourrait péjorer finalement l'acceptation auprès d'une nouvelle caisse de pension. Et puis le dernier point, mais pas des moindres, c'est comment est défini mon plan de prévoyance. Alors pour ce faire, on a présenté au travers de cette slide ici le terrain de jeu finalement du deuxième pilier. À gauche, vous voyez la partie qui concerne l'épargne. Donc déjà, vous voyez une échelle qui va d'un salaire de 0 francs, donc au premier centime, entre guillemets, et ce salaire peut être assuré jusqu'à 882 000 francs. Donc, même si j'avais le bonheur ou la chance de gagner plus que cette somme-là annuellement, je ne pourrais pas assurer un salaire au-delà de cette somme. Et puis, vous voyez en fait le chiffre de 88 200 au milieu, qui est le plafond fixé par la loi. Ça veut dire que si vous avez un plan minimum légal, même si vous gagnez 150 000 francs par année, votre salaire AVS maximal sera de 88 200 francs, auquel on appliquera une déduction de coordination qui sert en fait à faire le lien avec la rente AVS, ce qui fait que votre salaire assuré réel sera de 62 475 francs. Donc ça, c'est le plan minimum dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une caisse de pension, un deuxième pilier, sur la base de ce revenu-là, peu importe le revenu qu'on a. Exactement. Et après, on va déterminer quel est le pourcentage que l'on cotise par rapport à ce salaire assuré. Donc, il faut déjà faire la distinction entre le salaire réel, AVS, et le salaire assuré. Et c'est généralement sur le salaire assuré que s'appliquent les cotisations. Et là, vous voyez que les bonifications minimum légales que l'on voit à gauche sont de 7, 10, 15, 18. Elles évoluent en fonction des catégories d'âge. Alors ça, typiquement, ça fait partie de la réforme, dans le projet de réforme du deuxième pilier, c'est de lisser ces bonifications. Mais là, aujourd'hui, dans l'état actuel, on a une augmentation des bonifications d'épargne en fonction de son âge. Et puis, la loi fixe un plafond aussi au travers de l'OPP2, l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, qui fixe des bonifications maximales de 25% sur 40 ans, donc ce qui est l'équivalent de 1000% sur toute une carrière. Est-ce que tu peux rappeler en quoi consistent ces bonifications? Alors, les bonifications, c'est la partie épargne que vous allez cotiser, vous et l'employeur, dans ce compte épargne. Parce que je rappelle que le deuxième pilier est un système de capitalisation, donc c'est un compte épargne dans lequel vous mettez des sous pour la retraite. D'accord. Et donc, si, par exemple, j'ai un salaire assuré de 100 000 francs, pour prendre un chiffre simple, et que j'ai une bonification d'épargne de 10%, ça veut dire que chaque année, on met 10 000 francs dans ce pot-là. Et normalement, 5 000 francs l'employé, 5 000 francs l'employeur. D'accord. Donc ça, c'est pour la terrain de jeu de la partie épargne. Et vous avez le terrain de jeu de la partie risque. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a deux risques à couvrir, l'invalidité et le décès. Et dans ces deux risques, il peut y avoir des rentes, il peut y avoir des rentes d'enfants, si vous avez des enfants à charge, et puis après, les enfants à charge peuvent avoir des définitions différentes selon les caisses de pension. Vous pouvez avoir des capitaux d'invalidité ou de décès, et vous pouvez également avoir la restitution de votre capital en cas de décès. Alors, entre le capital et la restitution du capital en cas de décès, c'est deux notions différentes. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un capital qui s'apparente à 2 fois le salaire assuré par année, mais tout ce que vous avez cotisé pendant toute votre carrière reste dans la collectivité. D'accord. Et vous pouvez avoir des caisses de pension qui disent on va vous restituer l'ensemble de ce que vous avez cotisé en cas de décès.
Donc là, je récupère tout, soit je récupère un montant prédéfini sur cette option de capital. Exactement. Donc on va dans le détail, mais c'est effectivement l'importance du coup de voir le détail de son contrat. Exactement, parce que si on donne une recommandation d'effectuer un plan de rachat dans votre caisse de pension, donc vous investissez une bonne partie de votre patrimoine dans ce pot-là, et puis qu'on se rend compte qu'en fait, en cas de décès, ça reste pour les affiliés, Ouais. peut-être que le conseil n'aura pas été bon s'il arrive malheureusement ce malheur-là. Chaque situation est particulière effectivement dans l'analyse et c'est charge à l'employeur du coup, donc à patron d'entreprise de voir quel type de prestation elle veut proposer aux collaborateurs. Exactement. Donc, toutes ces on peut autres jouer facettes, avec ouais. ces deux options-là. Et typiquement, si on a une entreprise, une start-up avec que des jeunes qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, on peut décider de mettre le minimum dans le côté risque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques à couvrir, et puis de maximiser un peu plus l'épargne. Et si à l'inverse, on a plutôt une entreprise voilà, plus importante, ils sont tous une famille, une maison, dans ce cas-là, on peut mettre de bonnes prestations de risque et puis peut-être un peu plus diminuer l'épargne ou faire un bloc des deux ou minimiser les deux. C'est là où on peut avoir justement ce sur-mesure. C'est justement sur-mesure. Ouais. Exactement. Cette partie épargne, elle n'est pas sur un compte épargne avec un taux d'intérêt proche de zéro comme on a eu ces dernières années, mais c'est les taux ont remonté. Alors, déjà, la loi oblige effectivement à avoir une distribution de 1% sur la partie obligatoire. Donc, la partie obligatoire, c'est celle que j'ai définie précédemment. Mais sur la partie surobligatoire, elle n'est pas obligée de distribuer du rendement et c'est ce qui s'est réalisé auprès de plusieurs grandes caisses de pension. Oui. Donc, évidemment, comme n'importe quelle classe d'actifs, lorsqu'on discute avec un client lors d'une revue de portefeuille, on vous recommande d'être attentif à la performance de votre caisse de pension. Ça nous arrive régulièrement d'avoir des personnes, on va dire, qui sont bien abouties dans leur carrière, qui ont finalement la plus grosse partie de leur patrimoine dans la prévoyance et ils sont beaucoup plus attentifs à leur dépôt d'investissement ou à leur compte épargne qu'à leur deuxième pilier, alors que la majeure partie de leur patrimoine est dans cet outil-là. Donc, c'est pour ça qu'on recommande, chaque année, vous recevez un relevé avec la performance de votre caisse de pension, la manière dont elle est investie, et là-dessus, on vous recommande d'être attentif. Parce que la gestion d'une caisse de pension peut être très différente d'une caisse à l'autre. Et puis, il y a la performance de la caisse, ce qu'elle a réalisé concrètement comme rendement net, et il y a la distribution aux affiliés, qui est souvent très différente. Ça veut dire que pour la caisse, imaginons réaliser une performance de 5%, elle pourra décider de distribuer que 3% afin de garder 2% dans sa réserve en cas de coup dur lorsqu'il y aura une année négative. D'accord. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre ce qu'elle distribue et le rendement réel produit. Plus une caisse de pension est lourde, quand je dis lourde, ça veut dire qu'elle a un niveau de rentier important, ça veut dire qu'elle doit distribuer énormément auprès des rentiers. Souvent, elle est obligée de conserver des réserves importantes et donc elle va limiter cette distribution. Donc, ça peut être assez frustrant, surtout lorsqu'on est jeune, de se dire que finalement, on a peu d'espoir de rendement, même si la caisse de pension a des très bonnes performances, parce que la caisse de pension a un passif, entre guillemets, trop lourd et elle se doit de constituer des réserves toujours plus importantes. Et comme la longévité est toujours aussi importante en Suisse, et que les taux de conversion pour l'instant restent relativement assez élevés, c'est toujours un challenge assez important. Donc on voit effectivement, comme tu disais, c'est multifactoriel, il y a les avantages pour les collaborateurs, le degré de couverture risque qu'on souhaite leur apporter ou pas. Et là, il y a également cette notion de distribution du rendement qui va les affecter différemment selon la population que j'ai, l'historique qu'on a, etc. Donc c'est vraiment différents facteurs à mettre ensemble. On comprend bien l'importance. Et puis pour préciser ce qu'on peut espérer comme distribution, il est très important également de regarder le taux de couverture de la caisse de pension. Le taux de couverture, c'est finalement la loi qui oblige la caisse de pension à avoir un taux de couverture de 100%. Quand on a 100%, ça signifie qu'on peut distribuer les avoirs de prévoyance de chaque affilié au centime près. Dès qu'on a une réserve plus importante qui se constitue, on commence à avoir des taux de couverture qui peuvent aller au-delà. Lorsqu'une caisse de pension est en dessous de 100%, on commence à être attentif et dès qu'elle dépasse un certain seuil, elle doit même faire des appels de marge, entre guillemets, pour demander aux affiliés de renflouer la caisse, ce qui est arrivé pas mal de fois auprès de caisses étatiques dernièrement. Si vous avez une caisse de pension qui a un taux de couverture de 100%, 105%,
il ne faut pas s'attendre à des grosses distributions dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'elle doit augmenter ses réserves. Tant qu'on n'est pas au-delà de 114%, c'est difficile d'espérer de grosses distributions. Et puis, le dernier point qui est assez important, c'est aussi de regarder les coûts. Bien sûr. Je veux dire, ça reste aussi, il y a une partie assurantielle. Et dans cette partie assurantielle, il y a des coûts d'assurance pour tous les risques que l'on a évoqués précédemment. Et selon chez qui vous êtes, les coûts assurantiels peuvent être très différents. Oui. Comme votre assurance voiture, votre assurance santé, les coûts ne sont pas forcément les mêmes, donc il faut être attentif à ça. Et puis, il y a aussi les charges administratives qui peuvent être très différentes d'une caisse de pension à l'autre. Donc là, encore une fois, on va vous recommander d'évaluer la performance de votre caisse de pension, mais sur tous ces aspects-là, pour déterminer si votre caisse, aujourd'hui, est satisfaisante de ce côté-là. Il faut toujours comparer la performance, mais en même temps les coûts, bien évidemment. Tout à fait. Donc, et puis, le dernier conseil que l'on a à donner, finalement, c'est d'oser comparer. Du coup, oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est pas mal. On a assez l'habitude, on va dire, de le faire pour sa caisse maladie, vu que chaque année, effectivement. Voilà, chaque année, à titre privé. L'idée, c'est peut-être pas de rechallenger ça chaque année, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un contrat pluriannuel, mais c'est quand même de temps en temps jeter un coup d'œil pour voir si votre caisse de pension correspond vraiment à vos attentes et répond à tous les critères, et est-ce que vous en êtes réellement satisfait. Ne pas croire que finalement c'est fait et qu'on ne peut pas changer. Donc, des petits rappels, comme on l'a évoqué juste avant, il y a 6 mois de préavis, ça reste des contrats pluriannuels, mais il y a 6 mois de préavis, ça veut dire qu'on a jusqu'au 30 juin pour dénoncer un contrat. Donc, en règle générale, on recommande quand même de faire ça un petit peu avant, parce qu'il faut un peu de temps dans le processus d'onboarding pour faire une proposition et puis comparer tout ça. Et puis, surtout, c'est d'impliquer la commission de prévoyance de l'entreprise, qui doit être normalement constituée, c'est d'impliquer vos employés dans ce processus-là pour déterminer si eux-mêmes sont satisfaits de ce plan-là. Est-ce qu'ils ont des attentes particulières? Si oui, quelles sont-elles? Et puis, d'oser le dialogue, finalement. Et puis, voilà, simplement, si vous faites rien, ce n'est pas votre caisse de pension qui va vous alerter là-dessus. Eux, ils prolongent tacitement d'année en année, et c'est peut-être un peu dommage, on va dire. D'où l'avantage et l'importance d'effectivement comparer. Et du coup, dans cette comparaison, qu'est-ce que tu peux proposer? Alors, les propositions sont vraiment sur mesure. Donc, ça veut dire que chaque entreprise aura sa propre proposition. On ne va sûrement pas proposer le même type de structure à une entreprise familiale qu'à une grosse entreprise de 400 employés. Bien sûr. Je rappelle quand même qu'il y a un principe de collectivité. Ça veut dire que chaque plan que l'on va proposer, finalement, doit proposer les mêmes prestations à l'ensemble des assurés. Après, vous pouvez définir plusieurs cercles d'assurés, mais il doit y avoir un collectif. Ça veut dire qu'on peut avoir un plan de base où il y a tous les employés de l'entreprise, ou alors on peut faire un plan pour ceux qui ont un travail plus administratif et peut-être un plan pour ceux qui sont plus sur le terrain. Vous pouvez avoir un plan pour le middle management, vous pouvez avoir un plan pour les hauts cadres. Tout ça peut se définir, mais vous pouvez avoir de la gestion individualisée pour certains, vous pouvez avoir de la gestion mutualisée. Mais à peu près tout qui est possible. Il y a tout qui est envisageable. Donc l'importance, une fois de plus, pour pouvoir donner le bon conseil, c'est d'abord d'aider à définir les besoins. C'est ce que tu peux faire avec ton équipe et tes spécialistes. Et une fois les besoins définis, on va pouvoir voir quelles solutions existent. Et s'il n'y en a pas, on peut en faire une sur mesure aussi, selon le cas. Exactement. D'accord. Ici, vous voyez finalement tous les avantages que l'on vient d'évoquer. Le premier point que j'aimerais aborder en haut à gauche, c'est vraiment qu'aujourd'hui, une entreprise peut proposer des solutions attrayantes pour ses collaborateurs. Proposer des solutions attrayantes, ça a 2 avantages. Un, ça permet de retenir les talents existants d'une entreprise. 2, ça permet d'en attirer également. Aujourd'hui, dans pas mal d'industries, c'est la chasse au talent. Voilà, c'est la chasse au talent. Bien sûr. Et puis, dans nos conseils qu'on peut donner au privé, on leur dit toujours, c'est bien beau de regarder la partie salariale, les conditions, mais il faut regarder également les prestations sociales. Et le deuxième pilier n'est rien d'autre que du salaire indirect, qu'on ne touche pas tout de suite sur son compte courant, mais qu'on
cumulent dans un compte épargne pour la retraite. Et selon si vous êtes au plan minimum légal ou si vous faites un plan au maximum légal, vous pouvez avoir des différences de distribution qui sont absolument énormes. Donc, pour un salaire identique, il y a des prestations qui vont être très, très différentes, d'où l'importance, effectivement, de comparer cela également. Tout à fait. Et de proposer ça de manière attractive à ses collaborateurs. Oui, en sachant que pour un entrepreneur, il ne faut pas oublier que toutes ces cotisations sont déductibles du bénéfice net de l'entreprise. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça veut dire que ça diminue la charge fiscale de l'entreprise. Alors, ça ne reste pas dans la trésorerie, mais ça permet d'augmenter encore une fois la cohésion et le bonheur de travailler dans son entreprise. Et au même titre que pour les employés, toutes les cotisations et les rachats, donc les versements facultatifs qui vont verser dans le deuxième pilier, sont totalement déductibles de leur revenu imposable. Donc nous, c'est un outil qu'on utilise énormément pour faire de la constitution de patrimoine fiscalement efficiente. C'est sûr que ça peut avoir des conséquences très importantes. Quand on voit qu'à Genève, on peut être taxé sur le revenu jusqu'à 45%, je vous laisse imaginer le type d'impact fiscaux que vous pouvez avoir. Et puis, lorsque votre fortune est hébergée dans une enveloppe de prévoyance, elle n'est pas imposée. Donc là aussi, c'est un avantage fiscal certain. Et puis après, lorsqu'on a affaire à des entrepreneurs qui ont des plus petites structures, on peut avoir le conseil d'abord au niveau de l'entreprise et puis après, on va donner le conseil au niveau du privé, de l'entrepreneur directement. Et puis, on peut commencer à mettre en place des structures pour après discuter de est-ce que cet argent doit être versé sous forme de bonus, de salaire, de dividendes, quelle partie de cet argent on va utiliser pour faire des rachats et encore une fois, minimiser l'impact fiscal que l'on peut avoir chaque année. Le deuxième pilier, c'est vraiment l'outil fatal pour ce genre de stratégie. L'optimisation, oui. Autre point important que l'on propose dans nos solutions, c'est qu'on peut proposer une gestion personnalisée des actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez auprès d'un prestataire d'une fondation de prévoyance, aucune caisse de pension va vous proposer plusieurs stratégies de placement. Elle gère les avoirs de l'ensemble des affiliés d'une manière, c'est la leur, c'est eux qui déterminent le profil, les actifs qui sont composés dans ce portefeuille-là, et vous n'avez pas votre mot à dire. Nous, l'approche est quand même sensiblement différente, où on peut proposer cette solution-là, on a un pool commun où ils peuvent rentrer dans notre stratégie, mais on peut également proposer du sur-mesure en matière de gestion. Si vous avez dans vos biais de gestion, vous avez des biais de gestion, des convictions fortes, on peut les intégrer dans la gestion des avoirs de votre caisse de pension. Et on peut également, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, définir les prestations de risque librement. Et après, on peut même étendre la couverture de prévoyance de manière individuelle en ajoutant des risques purs pour certains affiliés s'ils ont des besoins spécifiques. Donc, on peut individualiser même le conseil s'il y a certains cadres, par exemple, qu'il faut assurer d'une certaine manière. Et ça, on peut imaginer le faire à partir de toute taille? Alors, pour les prestations de risque, oui. Pour la gestion de fortune, c'est quand même à partir d'un certain volume. D'accord. Il y a également la possibilité finalement de rendre cette gestion de fortune accessible. C'est-à-dire qu'à la base, Piguet Galland est une banque de gestion de fortune. On le rappelle, on fait de la prévoyance également. Mais tout ce qu'on offre à nos clients privés, on peut le proposer dans une relation B2B. Ça veut dire que vous pouvez avoir un accès e-banking, vous pouvez accéder de manière totalement transparente à la performance, à la composition du portefeuille. Vous pouvez dialoguer avec nos gérants institutionnels. Et ça, c'est une proximité qui est très appréciée. C'est de pouvoir expliquer les résultats et on peut même finalement cloisonner ses avoirs. Ça veut dire qu'on peut créer une caisse de pension spécifique à votre entreprise pour que ce soit vous qui décidez de la distribution à avoir. Donc, ça veut dire qu'on va vous donner quasiment toutes les clés de votre caisse de pension pour que vous puissiez décider qu'est-ce qu'on conserve en réserve, qu'est-ce qu'on veut distribuer, comment on veut adapter le plan, est-ce qu'on veut gérer le patrimoine d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc, c'est vraiment pousser le sur-mesure à son paroxysme. Alors, je ne dis pas que tout le monde veut autant de liberté, mais c'est possible. Mais c'est possible. Voilà. Selon le degré, et à nouveau, ça fait partie des besoins et des solutions qu'on peut effectivement mettre en place. On a un degré de personnalisation et d'investissement qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise très élevé.
Alors, tu mentionnais la partie investissement hein, à l'instant. Est-ce que tu peux un peu développer cette partie de gestion individualisée que tu évoquais, de comment c'est investi? Est-ce que tu peux un peu élaborer autour de cette partie-là? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, on reste une banque de gestion de fortune, hein, c'est notre core business. Mhm. Et la gestion institutionnelle, finalement, est une part importante de notre métier. Maintenant, c'est sûr que dans le cadre de la prévoyance, l'objectif premier, c'est la gestion des risques. Ouais. Évidemment qu'on se doit d'avoir une gestion des risques forte. Sur la partie investissement, tu dis. Oui. Oui. Et de toute manière, toute cette gestion de fortune dans le cadre du deuxième pilier est cadrée par l'OPP2 qui nous donne des normes qu'on doit absolument respecter. Typiquement, on ne peut pas être exposé à plus de 35% dans une devise étrangère. On ne peut pas avoir plus que 5% dans un seul et même actif. Donc, c'est la loi qui impose ce cadre. Voilà, exactement. On ne On peut pas avoir plus que 15% d'alternatives. Donc, il y a des pare-feux Mhm. que l'on se doit de respecter. Et puis, évidemment que nous, notre philosophie de gestion, c'est déjà la gestion active. Et dans cette Oui, gestion active, il y a la volonté de surperformer le marché. C'est bien sûr. ce qui nous définit. Mais également d'avoir une volatilité réduite. Et ça, évidemment, surtout dans les périodes baissières comme on a pu connaître l'année dernière, ce qui permet encore une fois de pérenniser les avoirs de nos clients. Et ça, cette politique de gestion, vous pouvez la voir finalement autant dans la gestion mutualisée, qui est la plus commune dans le cadre de deuxième pilier. Quand je dis mutualisé, ça veut dire qu'on gère tout le collectif de la même manière. Que vous soyez le CEO ou l'employé de base, j'ai envie de dire, vous aurez exactement la même gestion, la même allocation d'actifs dans votre plan de prévoyance. Et puis après, il y a des plans qu'on appelle 1E, qui sont réservés à des salaires supérieurs à 132 300. Si vous optez pour cette solution-là, on peut avoir une gestion individuelle où chacun va définir son profil de gestion. Et l'allocation en action peut aller jusqu'à 70%. Donc, on peut avoir des profils très défensifs sans action et des profils beaucoup plus dynamiques avec 70% d'action. Effectivement, un peu tout qui est possible. Et puis, comment est-ce que c'est investi au final? Alors, comme je l'ai dit, hein, on a une allocation d'actifs qui est très diversifiée. On a des véhicules de placement qui sont somme toute assez connus. On fonctionne avec des fonds de placement qui sont investis eux-mêmes dans des actions, des obligations. On a de l'immobilier, on peut avoir des matières premières. On a une panel d'actifs de ce type-là. Et finalement, notre plus-value va être d'avoir des convictions fortes. C'est ce qui est lié aussi à la gestion active et non passive. Ouais. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des convictions qui vont faire en sorte que nous allons dévier fortement de notre indice, que ce soit typiquement pour limiter certains risques. On a vu que le secteur bancaire a connu quelques turbulences dernièrement. Ça nous permet justement de pouvoir sortir en temps et en heure de certaines positions qui peuvent malheureusement péjorer grandement le rendement d'un portefeuille. Donc, il faut savoir qu'on est capable de justement se décorréler de cet indice de référence d'une manière forte. Maintenant, c'est de la gestion de fortune pour la prévoyance. Donc, on reste quand même sur une approche long terme. Donc, il ne faut pas s'attendre à une gestion. C'est pas du trading. C'est pas du trading, voilà, exactement. Pour faire simple. Il y a des convictions, certes, mais on va quand même avoir une tendance à long-termiste. Bien sûr. Et puis, le dernier point qui est évidemment à évoquer, c'est qu'on a un biais ESG très fort dans notre manière d'investir dans les enveloppes de prévoyance, qui fait qu'on respecte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on va évidemment sortir d'entreprises qui sont, par exemple, dans le tabac ou dans le pétrole ou voilà, des matières fossiles, des énergies fossiles, excusez-moi. Voilà. Et ça, c'est un critère évidemment qui tient à cœur lorsqu'on parle de long terme. Ça va de pair, évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Eh ben, du coup, tout s'explique finalement par ces graphiques-là. Vous voyez les performances que l'indice a pu avoir depuis la fin 2018 jusqu'à la fin de l'année 2022.
Et c'est intéressant de regarder cette période de 4 ans parce qu'on a connu 3 belles années et l'année dernière a été absolument catastrophique pour la prévoyance. C'était même la pire année, pire que 2008, parce que vraiment aucun actif n'a joué son rôle. Il n'y a pas de refuge l'année dernière. Il n'y avait pas de refuge et comme je vous l'ai dit, on peut pas être 100% pétrole parce que c'est déjà pas ESG et en plus on est limité en matière première à cause de l'EPP2. Donc c'est la raison pour laquelle c'est assez intéressant de regarder ce track record. Et là, on voit finalement que la gestion active permet d'avoir, même dans un profil relativement assez défensif qui est le LPP25, une surperformance assez marquée de quasiment 10% sur une période de 4 ans. Et là, vous voyez que même dans les périodes haussières, alors dans les périodes haussières, ça s'est bien mieux comporté, mais c'est également le cas dans les périodes baissières où on a pu limiter la casse. Et vous pouvez voir la même chose sur un profil un peu plus dynamique qui est le LPP40, qui peut monter jusqu'à 50% en action, où là, vous voyez que la différence est encore plus accentuée finalement. Donc ça, c'est simplement pour vous mettre en avant en quoi une gestion active peut être intéressante dans ce type d'épargne. Et toujours en gardant en tête le long terme, bien évidemment, surtout lorsqu'on en parle du deuxième pilier et de la prévoyance, bien sûr. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. On peut passer aux différentes questions-réponses. Je rappelle, vous pouvez poser vos questions directement et anonymement depuis le support que vous utilisez. On a différentes questions qui sont arrivées. Alors, il y en a une première qui concerne l'accession à la propriété. On sait qu'on peut utiliser le deuxième pilier pour pouvoir retirer une partie ou mettre en garantie lorsqu'on va acheter sa résidence principale. Est-ce que le fait d'avoir un plan sur mesure change quelque chose par rapport à cette partie-là, à l'accession à la propriété? Alors, absolument rien. D'accord. Donc déjà, voilà, c'est pour répondre directement à la question, que vous ayez un plan de base, un plan surobligatoire, un plan cadre, un plan sur mesure, si vous voulez, les conditions de retrait pour l'accession à la propriété sont exactement les mêmes. Je rappelle qu'effectivement, on peut utiliser son deuxième pilier pour acquérir sa résidence principale, qu'elle soit en Suisse ou à l'étranger, mais ça doit être sa résidence principale, qu'on peut retirer la totalité à condition que l'on fournisse au moins 10% au travers d'une autre épargne en fonds propres. Et ça peut être limité lorsqu'on dépasse l'âge de 50 ans. Donc, si on a 50 ans et plus, on peut retirer la moitié de l'avoir actuel ou la somme que l'on avait à 50 ans. D'accord. Donc, ça, c'est les limites de ce retrait-là. Et qui sont liés à l'âge, qui ne sont pas liés au fait d'avoir un plan sur mesure particulier. Donc là, il n'y a pas de différence du fait d'avoir décidé d'un plan sur mesure. Il faut quand même avoir toutes les possibilités, flexibilités. Et le petit conseil extra mile, on va dire, c'est quand même de bien se faire conseiller avant de retirer son avoir. Comme toujours. Parce que déjà, ça va péjorer votre retraite. Ça peut également péjorer les prestations de risque. Et puis, surtout, ça peut vous empêcher d'effectuer des rachats par la suite, ce qui peut être contraignant si on veut faire de l'optimisation fiscale. Bien évidemment. Merci beaucoup. Il y a deux questions que je vais essayer un peu de fusionner qui concernent le changement d'une caisse. Donc, on va dire que j'ai déjà une caisse de pension aujourd'hui avec un contrat déjà signé qui a été mis en place, parce que comme tu as dit, c'est obligatoire d'en avoir de toute façon une. Donc, à partir de quand est-ce que du coup je peux changer, du fait que j'ai quand même déjà mis quelque chose en place? Tu as déjà un peu répondu à ça, mais c'est aussi la deuxième partie, c'est du coup de dire comment je fais concrètement au moment où je décide de faire ce changement, comment je fais pour transférer le tout si j'ai déjà un contrat qui est en place. Alors, bon, si vous voulez vraiment changer totalement de caisse de pension, il faut respecter l'engagement contractuel. Donc déjà, on va regarder à quel moment vous pouvez vous libérer de ce contrat-là. Et puis, comme je l'ai dit, il faut respecter ce préavis de 6 mois. D'accord. Donc, il faut qu'une lettre de résiliation parte avant le 30 juin. Enfin, c'est même pas qu'il parte. Il faut que la caisse de pension actuelle reçoive le courrier de résiliation avant le 30 juin. Si vous ne voulez pas attendre ce délai-là, il est toujours possible de ramener le plan actuel au minimum légal. Et nous, on va pouvoir poser un plan surobligatoire par-dessus. D'accord. Et puis, le changement pourra se faire dans sa globalité à l'échéance du contrat. Donc, ça permet d'avoir une période de transition, mais qui ne nous oblige pas d'attendre la fin du contrat actuel.
Donc, on pourra avoir la base d'un côté, si on ne peut pas encore casser le contrat, et transférer le complément ailleurs, si Oui, si je résume. Ouais. exactement. D'accord. Et puis après, j'ai envie de dire, ça se fait très, très simplement. Nous sommes là pour accompagner nos clients. Donc, lorsqu'on aura fait le beauty contest, c'est-à-dire qu'on va challenger plusieurs caisses de pension pour déterminer laquelle est la plus à même de vous amener la solution idoine finalement pour vos besoins, on va s'occuper de mettre en place les contrats d'affiliation qu'on va remplir avec vous. Et puis, une fois que la solution est acceptée, on s'occupera de la résiliation auprès de la caisse existante. Et puis après, c'est la caisse existante la nouvelle caisse qui va envoyer une demande auprès de l'ancienne pour rapatrier les avoirs lorsque ce sera la bonne période de le faire. D'accord. Et donc, bien évidemment, dans ce processus, tu peux amener un accompagnement avec ton équipe. Oui. Ouais. Là où je suis, on va dire, c'est fortement apprécié par notre clientèle, c'est l'accompagnement dans la communication auprès de l'ensemble du collectif. C'est-à-dire qu'un changement de caisse de pension n'est pas anodin, c'est souvent quand même assez technique et c'est important de bien mettre en avant le pourquoi, quelle est la démarche initiale et quels sont les avantages qu'on va tirer de cette démarche-là. Et souvent, voilà, il faut avoir quand même malgré tout un discours technique, mais savoir le vulgariser pour qu'il soit compréhensible de l'ensemble. Et ça, on se met à disposition pour pouvoir échanger avec les collaborateurs de l'entreprise si nécessaire. Magnifique. Vous vous déplacez sur place pour présenter tout, etc. Exactement. On va avoir le temps pour une dernière question qui est arrivée de nouveau à plusieurs reprises. On va de nouveau essayer de résumer plusieurs questions en une. Elle concerne les possibilités qu'on a de protéger son conjoint ou son concubin. Sachant qu'il y a des caisses de pension qui couvrent les concubins après un certain nombre d'années ou sous certaines conditions, etc. Donc, je dirais aujourd'hui, quelles sont les possibilités offertes? J'imagine tout. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport au plan sur mesure également qu'on pourrait faire sur comment protéger son conjoint si on n'est pas marié au final? Alors, il y a eu une réforme de la loi sur les successions en début d'année qui ne reconnaît malheureusement pas, enfin toujours pas, les unions libres finalement, les couples non mariés. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous arrive malheur, soit vous avez fait un testament et puis votre concubin pourra peut-être percevoir quelque chose, mais il sera fortement taxé, plus de 50%, soit vous n'avez pas établi de testament et votre conjoint ne touchera rien. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. Mais faire un testament d'abord. Alors, de toute façon, il faut quand même comprendre que l'impôt sur les successions est spoliatif pour les concubins. Donc, ça freine un peu. Donc, ça nécessite, on va dire, un conseil de ce côté-là. Néanmoins, la prévoyance professionnelle est séparée des autres actifs en termes de succession. D'accord. Et la plupart des caisses de pension aujourd'hui, pas toutes, mais la plupart, reconnaissent le conjoint. Quand je dis le conjoint, ça veut dire encore une fois le concubin. Ouais, non, c'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça qu'on dit, dans leur règlement de prévoyance. Donc, il faut déjà répondre à certains critères. Il faut étudier le règlement de prévoyance et savoir comment le concubin est reconnu. On ne peut pas juste dire je vis avec quelqu'un. Il faut généralement remplir un formulaire, il faut justifier d'une durée de vie commune ou d'un enfant commun. Ouais. Et puis, une fois qu'on a rempli ce formulaire et qu'on a obtenu cette reconnaissance, il pourrait percevoir des prestations au même titre qu'un veuf ou qu'une veuve. Donc ça, c'est important d'être attentif sur ces aspects-là. Parce que effectivement, sans que vous ayez payé à quoi que ce soit en plus, d'avoir fait cette démarche vous permettra d'avoir ce type de prestations. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, les prestations sont collectives, mais on peut aussi ajouter des prestations individuelles au travers d'un autre contrat, qui sera un contrat privé, non pas collectif. Mais voilà, s'il y a des besoins spécifiques à couvrir pour un privé, on peut souscrire à ce qu'on appelle des assurances de risque pur, des assurances d'essai, et celles-ci permettent de prévoir un capital pour les concubins ou les concubines qui ne sera pas taxé au niveau de l'impôt sur les successions, uniquement taxé comme capital de prévoyance. Et typiquement à Genève ou sur le canton de Vaud, c'est maximum 9%. Donc on est très loin des 54% qu'on peut avoir sur l'impôt sur les successions. Donc là, ça devient intéressant dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Vincent. Donc, une fois de plus, le conseil personnalisé sur mesure est clé, chaque situation étant différente.
dans ce cadre-là, effectivement, d'où l'importance de faire un point sur ces différents sujets. Merci beaucoup, Vincent. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, vous retrouverez bien évidemment la présentation et la vidéo par la suite, et puis également sur notre site piguegalant.ch. Nos spécialistes restent bien sûr à votre disposition pour faire un point de situation sur l'entreprise, la présence de l'entreprise ou votre situation privée. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la route, si j'ose dire, Vincent? Je reviens sur le conseil numéro 4, simplement oser comparer. Ouais. Intéressez-vous à ce deuxième pilier qui a plusieurs facettes, ne serait-ce que pour avoir un échange constructif avec tout l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment intéressant de challenger, on va dire, la structure actuelle. Super. Merci beaucoup, Vincent. Mesdames et messieurs, chers clients, merci d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt. Au revoir. Au revoir.